Bien, bonjour à toutes et bienvenue à toutes et tous. Alors peut-être à tous, on a vu tout à l'heure qu'il y avait quelques hommes parmi nous. Donc cette webconférence est dédiée aux femmes atteintes de cancer du sein métastatique et à leurs aidants. Et donc quelques jours après le 13 octobre, qui est la journée mondiale du cancer du sein métastatique, il nous a paru essentiel avec Odyssea de consacrer une webconférence à toutes ces femmes. En quelques années, le parcours de soins et de vie du cancer du sein métastatique a beaucoup évolué grâce aux innovations, à la prise en charge qu'on dit multimodale, c'est-à-dire qui combine plusieurs moyens. Et c'est comme cela que, dans certains cas, ce cancer s'apparente maintenant à une maladie chronique qu'il faut donc comprendre, gérer sur le long terme. Alors ce soir, nous sommes avec vous pour mieux comprendre ces parcours, les traitements et aussi les ressources sur lesquelles s'appuyer, car nous savons combien ce cancer est particulier dans son vécu, dans son parcours et dans ses ressentis. Donc pour cela, nous allons être entourés de Anne Bergougnou. Je commence par les femmes. Bonsoir Anne, donc vous êtes directrice d'Odyssea et l'organisatrice de cette webconférence. Bonsoir Oriane, bonsoir à tous et à tous. Je crois que nous sommes un peu plus de 300 inscrits et tout le monde se connecte, donc c'est formidable. Tu l'as dit Oriane, vendredi 13 octobre avait lieu la Journée internationale du cancer du sein métastatique, qui est menée en France par un collectif dynamique et engagé qui travaille toute l'année, qui est le collectif 1310, qui prendra la parole un peu plus tard. Ce soir, nous souhaitions aller un petit peu plus loin et nous avons la chance d'avoir des experts qui nous font l'amitié d'être présents. Et surtout, parce que nos webconférences, depuis quelques années, souhaitent être plus forts ensemble, l'idée, c'était d'informer les patientes et leurs familles et de leur donner de l'espoir. Donc, merci à tous d'être présents. Pour ceux qui posent la question, la webconférence sera rediffusée en replay par la suite, puisque je vois que les questions arrivent déjà sur le fil. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas rester jusqu'à la fin, vous aurez un replay de qualité pour vous permettre de voir l'intégralité des interventions. Et en tout cas, merci à tous. Et puis, je te laisse rapidement la parole, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet très important. Merci beaucoup. Alors oui, il y aura un replay, mais je vous incite fortement à rester parce que l'intérêt de ces webconférences aussi, c'est l'interactivité pour qu'on puisse remonter vos questions à nos orateurs. Alors, je vais continuer le tour de table. Myriam Jabri, donc vous êtes responsable relations patients chez Pfizer. Merci beaucoup Myriam. Je vais vous laisser la parole après le tour de table. Le docteur Beguino, donc bonsoir docteur Beguino, vous êtes gynécologue et responsable du parcours sein à l'hôpital Medipol à Villeurbanne. Ensuite, nous avons Sylviane, qui est patiente de Mon Réseau Cancer du Sein, qui va nous raconter son parcours et l'intérêt d'avoir un accompagnement au travers des associations. Nous avons le professeur Paul Cotu, qui est oncologue médical, chef du département adjoint du département d'oncologie médicale à l'Institut Curie. Nous sommes entourés du docteur Alain Fourquet, qui est oncologue radiothérapeute également à l'Institut Curie. Bonsoir, docteur Fourquet. Et le docteur Florian Scottet va nous rejoindre. Il est oncologue médical, directeur du DIOP, donc tout ce qui est en rapport avec le parcours patient à Gustave Roussy, et il est vice-président de l'Association francophone des soins oncologiques de support. Voilà, j'ai fait le tour de table. Merci en tout cas à tous ces experts d'être avec nous ce soir. Et donc, je laisse la parole à Myriam Jabri. Oui, bonjour à tous. Merci Oriane, merci Anne de me donner la parole aujourd'hui. Alors, je suis très fière au nom du laboratoire Pfizer de soutenir ce webinaire qui arrive quelques jours après le 13 octobre, Journée nationale des cancers du sein métastatique. Et pour nous, c'était vraiment important de soutenir les actions et notamment cette action d'Odyssea. Alors, l'engagement de Pfizer dans l'innovation, vous le connaissez tous, notamment en oncologie. On envisage l'innovation à la fois sur un volet qui est thérapeutique avec des traitements innovants, mais aussi une innovation dans ce qu'on va appeler l'accompagnement des patients, mais aussi des professionnels de santé. Donc ça fait vraiment partie de notre culture et de notre ADN. Et dans le cadre des actions qu'on mène pour l'accompagnement des patients, on a un grand programme qui est
emblématique qui s'appelle le programme Pactonco. Et je sais que vous aurez les liens dans le chat. Vous pourrez trouver beaucoup de ressources utiles dans le parcours de vie avec la maladie. Et puis on a aussi un site qu'on a développé avec l'AFSOS qui s'appelle La Vie autour et qui géolocalise l'ensemble des soins oncologiques de support qui sont à proximité. Donc, ce sont des ressources qui peuvent vous être très utiles. Et notre engagement auprès des patients, c'est d'autant plus concrétisé dans le cancer du sein métastatique depuis 2015. Alors, on a eu une approche avec beaucoup d'acteurs de santé, que ce soit professionnels de santé, patientes, associations de patientes, pour essayer de bien comprendre les besoins des patientes. Et on a fait des enquêtes pour notamment qui s'appelle Réalité. Donc, on a commencé en 2016, on en a fait une plus récemment pour vraiment essayer de bien comprendre ces besoins et de construire, au regard de ces besoins, des actions concrètes pour les patients ou les professionnels de santé qui les accompagnent. Alors, ça se traduit par un programme qu'on appelle Synchrone, qui est dédié aux patientes métastatiques et qui a trois grands piliers et qui sont aussi les piliers du collectif 1310, qui sont de renforcer le lien entre la ville et l'hôpital, qui est vraiment important, de renforcer aussi l'information des patientes et aussi de donner de la visibilité au cancer du sein métastatique comme pathologie à part entière, je dirais. Et c'est aujourd'hui aussi ce qui nous concerne aujourd'hui, puisque ce webinaire en est la concrétisation. Alors, ces actions-là peuvent être qu'on met en place ou qu'on soutient sont réalisées en partenariat avec des acteurs qui sont formidables, des acteurs de santé. Donc, ça peut être les associations du collectif 1310, Odyssea. On court beaucoup au sein de Pfizer et on aime beaucoup soutenir toutes les initiatives d'Odyssea depuis maintenant de nombreuses années, mais aussi les partenariats avec les établissements. Donc l'ensemble vous pourrez retrouver un ensemble de liens aujourd'hui. Et puis moi je voulais juste dire un petit mot de dire à quel point on est toujours impressionné par les actions du monde associatif, mais aussi par les actions des professionnels de santé qui évoluent au quotidien avec les patientes, dont l'horizon c'est quand même éclairci. Et donc je voulais vraiment vous féliciter tous et j'ai hâte de vous entendre. Merci Oriane et merci Anne. Merci beaucoup Myriam. Maintenant, on va laisser la parole au docteur Cotu qui va nous expliquer les parcours de soins et les innovations de demain. Ok, merci Oriane. Et encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre confiance et de votre amitié. C'est toujours un plaisir d'être là et je pense que ces moments sont absolument essentiels pour parvenir progressivement au fil du temps à avoir une vision partagée à la fois de la réalité médicale de ce qu'est le cancer du sein et le cancer du sein métastatique en particulier, et bien sûr l'identification des besoins qui vont évoluer avec le temps, et puis la manière dont on pense collectivement la plus efficace et la plus satisfaisante d'y répondre. Donc j'ai une quinzaine de diapositives où je vais essayer de brosser finalement quelques concepts essentiels autour du cancer du sein avancé ou métastatique. Et puis, avec un côté un peu catalogue, je m'en excuse, mais je crois qu'on a un petit moment de questions, de discussion, ou ça passe uniquement par le chat, Oriane? Non, Anne et moi vous remonterons les questions. Vous nous remontez les questions, parfait, oui. Merci beaucoup. Donc, qui sont soit vos questions spontanées, bien sûr, soit éventuellement ce qui peut être généré par ce que je vais vous raconter. Alors, sans plus attendre, il faut juste, pour bien planter le décor, concevoir et comprendre qu'il y a deux mondes quand on parle de cancer du sein, qui sont le monde du cancer du sein au stade précoce, c'est-à-dire le cancer localisé au sein lui-même, éventuellement les ganglions de voisinage, où l'intention de traiter est absolument curative, même si évidemment, malheureusement, on n'y parvient pas toujours, et c'est bien pour ça qu'il y a des patients qui développent des métastases, mais l'objectif est de traiter de la manière la plus complète possible une maladie pour éviter qu'elle rechute. Et à l'opposé de ça, se trouve la maladie avancée ou métastatique. Il y a des petits jeux de mots entre les deux, on pourra en discuter si vous souhaitez, qui traduit bien le fait qu'au-delà de l'organe malade, le sein et les ganglions autour, donc dans d'autres organes essentiellement, sont apparues des cellules cancéreuses qu'on rattache à l'origine du cancer du sein.
Et là, les enjeux changent considérablement, c'est-à-dire que la curabilité est difficile, elle n'est pas constante, mais en revanche, on est maintenant à la tête d'un ensemble de procédures de prise en charge et de procédures thérapeutiques très globales, et vous allez le voir au cours de cette heure et demie de discussion, qui permettent de prendre en charge, de traiter, de soigner et d'accompagner les patientes pendant des années, parfois, et des années. Je vais commencer juste par une anecdote, qui est une anecdote absolument réelle, qui m'est arrivée il y a quelque temps en consultation, d'une patiente qui vient avec une petite bouteille. Alors ça, il faut reconnaître, ça nous arrive de temps en temps. Mais il n'y avait pas d'occasion particulière, on n'était pas le 15 décembre, c'était pas le 15 août, c'était pas Pâques, c'était pas son anniversaire, c'était pas le mien non plus d'ailleurs. Et donc elle arrive et voilà, docteur, vous allez bien, mais très bien, et vous-même, comment ça va? Et tenez, je vous ai apporté quelque chose. Et là, elle me dit, je lui dis, pourquoi vous m'apportez quelque chose? C'est vraiment gentil, il n'y a pas d'occasion particulière, mais je suis très touché. Et elle a cette phrase absolument historique qui est absolument restée gravée, et elle me dit, mais docteur, nous fêtons nos 20 ans de métastase. Et je pense que ce type d'exemples, qui bien sûr seront des exemples qui ne sont pas la majorité, j'en conviens volontiers, illustre bien le fait que nous avons moyen selon les situations, et c'est bien là que réside l'espoir qu'on peut essayer de nous donner à tous, de traiter et de prendre en charge des patientes sur des années et des années, ce qui veut dire plusieurs choses. Ça veut dire qu'on a des ressources thérapeutiques, ça veut dire que ces ressources thérapeutiques peuvent être durablement efficaces et vraisemblablement durablement tolérées, puisque ça permet de traiter les gens pendant des années et des années. Et on va donc brosser un petit panorama de tout ceci. Dernier point introductif, avant d'être un peu plus précis, qui est aussi des notions un petit peu conceptuelles. Quand on démarre et qu'on parcourt le chemin d'une maladie métastatique, donc qui passe par une annonce, et je reviendrai à la fin sur cette notion d'annonce, on se retrouve souvent avec une situation un peu difficile, à la fois pour nous médecins, c'est une annonce qui est difficile, il faut bien le concevoir, hein, qui est douloureuse, et puis de compréhension de ce qui se passe lorsque un oncologue médical, un cancérologue, quel qu'il soit, vous dit « Voilà, madame, vous avez des métastases de votre cancer ». Donc c'est le grand vide, c'est le grand désert, c'est pas évidemment extrêmement angoissant, parfois très difficile à réaliser. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on s'embarque de manière commune et collégiale, et l'ensemble des intervenants de ce soir vont vous montrer aussi à quel point cette démarche est collégiale, dans une traversée avec un horizon qui est devant nous, alors qu'on n'atteindra jamais et qu'on espère bien qu'on n'atteindra jamais, et c'est bien ça, en tous les cas, le plus tard possible, l'objectif de tous ces soins, avec des intervenants multiples, là aussi je reviendrai un peu à la fin, et puis des interventions médicales extrêmement variées, qui évoluent au fil du temps, qui évoluent en fonction des besoins, et qui bien sûr évoluent en fonction de nos connaissances et de nos ressources. Et donc on va naviguer comme ça au fil du temps, avec un certain nombre d'éléments de boussole qui sont les examens que vous connaissez, bien sûr l'examen clinique et l'appréciation de qui est devant nous, mais aussi les examens complémentaires, biologiques, radiologiques, le PET scan et autres, tous éléments qui nous servent à orienter la prise en charge, à la redresser ou au contraire à nous dire voilà, on est sur le bon chemin et on va continuer ensemble comme ça. Alors comment est-ce qu'on prend en charge une situation de cancer du sein métastatique? Alors, il y a plusieurs principes extrêmement importants à considérer. Le premier, c'est que la prise en charge est extraordinairement diversifiée. Et donc, ce que vous entendez pour une copine, une patiente, une parente, une sœur, une maman, peut être extrêmement différent de ce que vous entendez, soit pour vous-même, le cas échéant, soit pour l'autre copine ou l'autre maman ou la grand-mère ou la cousine ou la copine de la copine. Parce que tout le monde est vraiment différent, parce que l'évolution clinique d'un cancer du sein métastatique peut être extraordinairement diversifiée chez une même personne au fil du temps et bien sûr d'une personne à l'autre, parce que les cancers du sein ne sont pas tous les mêmes et j'y reviendrai dans un instant, et puis parce que nous considérons aussi en permanence, c'est vrai pour les traitements médicaux, c'est bien sûr vrai pour la radiothérapie aussi par exemple, ce qui a déjà été administré et ce que nous pouvons encore faire ou ne plus faire, par exemple en raison de risques de toxicité cumulés. Donc une appréciation globale dans un premier temps et à chaque fois que la question se pose d'un certain nombre de paramètres qui concernent aussi bien la patiente elle-même, qui elle est, où elle en est dans sa vie propre, médicale, individuelle, personnelle, la maladie et puis le cortège thérapeutique qui va autour. Et puis deux autres points extrêmement importants et qui ont pris une place considérable dans les récentes années, et c'est la raison notamment pour laquelle mes autres collègues vont intervenir, c'est que
la prise en charge d'un cancer avancé, d'un cancer métastatique, ne se résume pas au traitement médical, ne se résume pas en gros à la chimio, pour faire très court et très simple. Mon travail à moi, en tant qu'oncologue médical, c'est bien sûr de prescrire de la manière la plus ajustée possible des médicaments anticancéreux. C'est le cœur du boulot de l'oncologue médical. Et d'ailleurs, c'est aussi souvent d'assurer la coordination du soin avec le recours aux différents intervenants nécessaires, que ce soit les autres oncologues ou bien sûr tout ce qui tourne autour du soin de support et de manière plus large au-delà de l'hôpital. Et donc, on distingue deux grands chapitres qui sont effectivement les médicaments, et je vais là aussi revenir dans un instant, les traitements anticancéreux eux-mêmes, et puis tout ce qui est traitement local des métastases, qu'on peut traiter par chirurgie, qu'on peut traiter par radiothérapie, et Alain Fourquet reviendra tout à l'heure. Et c'est la combinaison de tout ça et l'articulation de tous ces éléments qui fait à la fois le progrès thérapeutique et qui organise et qui conditionne la prise en charge individuelle d'une patiente qui a un cancer du sein avancé. Alors, je vais me concentrer maintenant sur la notion de type de cancer. Qu'est-ce que j'entends par type de cancer? Eh bien, des notions que vous avez certainement entendues, je vais redétailler, mais c'est bien ça, il faut bien le comprendre, qui conditionne, du point de vue de l'oncologue médical, donc ma partie, les modalités thérapeutiques en termes de médicaments que nous allons d'une part avoir à disposition et deuxièmement pouvoir utiliser. Alors, ces types de cancer du sein, je pense que la plupart d'entre vous les connaissez. Cette subdivision entre cancer qui exprime les récepteurs aux hormones, cancer qui exprime de manière importante cet oncogène qui s'appelle HER2, ou par opposition les cancers qui n'expriment rien de tout ça, qu'on appelle triple négatif. Ces trois grandes catégories restent absolument valides. Ce qu'il faut régulièrement faire, c'est le vérifier sur les métastases, et c'est pour ça souvent qu'on fait des biopsies de métastases. On fait un prélèvement pour vérifier à quelle sous-catégorie de ces grands types de cancer appartient la maladie métastatique que nous traitons au moment où on doit le faire. Vous observez qu'il y a certaines formes de chevauchement qui peuvent évidemment un peu conditionner les traitements. Alors, de manière, j'ai envie de dire, un peu historique, conventionnelle, mais en même temps très solide, cette association type de cancer du sein et traitement se décline donc pour chacun des variétés de cancer du sein. Pour les cancers du sein RH positifs, donc à peu près le 2/3 ou 3/4 de patientes, les hormonothérapies variées, les chimiothérapies restent des médicaments, parfois un peu anciens, mais toujours aussi nécessaires dans la prise en charge. Pour les cancers du sein HER2 positifs, la révolution est arrivée dans les années 2000, donc ça fait bientôt 25 ans, parce qu'on a reconnu que le ciblage d'HER2 couplé à de la chimiothérapie la plupart du temps. Et il faut bien comprendre que c'est le doublet ciblage de HER2 et chimiothérapie qui a fait le progrès thérapeutique pour cette variété particulière de cancer du sein. On peut mettre un peu d'hormonothérapie de temps en temps s'il y a des récepteurs associés pour ces formes un peu frontières. Et puis, le modèle HER2 a permis l'émergence dans le cancer du sein d'une classe très importante de médicaments, en tous les cas qui va le devenir, qu'on appelle les anticorps drogues conjuguées, et là aussi je reviendrai un peu tout à l'heure, le premier d'entre eux étant le Kadcyla. À l'opposé, pour les cancers du sein triple négatifs, avec cette dénomination très désagréable de négatif, mais qui est une définition par défaut pour l'instant, eh bien, puisqu'on n'a pas de médicaments dits ciblés qui pourraient cibler HER2 ou cibler le récepteur aux hormones, eh bien, il nous reste, mais avec des rôles tout à fait importants là aussi, les chimiothérapies conventionnelles. Alors, il y a beaucoup d'événements qui se sont passés ces dernières années, et donc depuis, disons, une dizaine d'années, et de manière un peu accélérée depuis 5-6 ans, en matière de modalités thérapeutiques à notre disposition pour les cancers du sein métastatiques ou avancés. Vous avez là un petit catalogue, mais qui est utile d'entendre parce que ça vous donne un peu l'univers des possibles auquel maintenant nous collectivement, avons accès pour proposer des prises en charge les plus justes possibles à ces situations médicales. Pour les cancers du sein avec des récepteurs aux hormones, classe médicamenteuse très importante, les inhibiteurs de CDK 4 et 6, qui sont des médicaments qui bloquent le cycle cellulaire, donc la multiplication des cellules. Ribociclib, c'est le Kisqali, abemaciclib, c'est le Verzenio, et palbociclib, c'est l'Ibrance. Toujours pour cette famille de cancers du sein, RH positif avancé, les anticorps reconjugués, là aussi, ont apporté quelque chose, que ce soit l'Enhertu qui cible un petit peu HER2, mais pas trop, mais qui couple surtout une chimiothérapie, ou le Trodelvy,
initialement développé dans les cancers du sein triple négatif, mais qui là aussi peut avoir une utilité dans les cancers du sein RH positif. Et puis pour le sous-ensemble modéré mais utile à connaître, des patientes qui ont des mutations constitutionnelles germinales héritées de BRCA1 ou BRCA2, il y a des médicaments ciblés qui là aussi peuvent avoir une efficacité dans ces situations. Pour les cancers du sein HER2 positifs, les événements récents, c'est depuis 10 ans le pertuzumab, qui est un autre anticorps, une espèce de cousin de l'herceptine, qui là aussi, couplé à la chimiothérapie, augmente l'efficacité des traitements antérieurs. Et puis donc, on a vu le développement des anticorps reconjugués de manière très importante, le Kadcyla, et donc récemment Enhertu ou trastuzumab deruxtecan, là aussi j'y reviendrai. Pour les cancers du sein triple négatif, on va noter 3 évolutions récentes d'importance. Le premier, c'est l'arrivée de l'immunothérapie, là aussi couplée à la chimio. Je me permets d'insister, c'est la combinaison des deux. N'oublions pas la chimiothérapie qui joue un rôle important, c'est la combinaison des deux qui joue un rôle important et qui est efficace dans le sous-ensemble avec un marqueur qui s'appelle PDL1 qui doit être positif. Les anticorps reconjugués, donc vous voyez qu'il là finalement arrive à une situation un petit peu transversale, eux aussi ont une efficacité, c'est le Trodelvy, merci les triplettes qui ont ouvert la voie pour les cancers du sein triple négatif, le sacituzumab govitecan. Et puis ce que je disais pour les cancers du sein mutés BRCA RH positif est vrai aussi pour les cancers du sein triple négatif. Donc on avait tout de suite, vous voyez, au-delà des options historiques que j'ai grisées sur cette représentation, eh bien, un espèce d'empilement d'options thérapeutiques. Après, c'est à nous de les utiliser de la manière la plus judicieuse possible. Et ça, c'est la discussion individuelle avec chacun et chacune d'entre vous qui permet de le faire au mieux. Et donc, une pharmacopée qui s'est très largement étendue. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vont bouger? Oui, il y a des choses qui vont bouger. Plusieurs choses importantes. La première, c'est que toutes ces innovations s'accompagnent d'un besoin de caractériser la maladie. Et ça, il faut bien l'entendre et le comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire caractériser la maladie? Ça veut dire autant que possible disposer d'un petit prélèvement tumoral, ce qu'on appelle une biopsie. Parfois, le bilan sanguin, l'ADN tumoral circulant peut aider un peu, qui permet, ces analyses-là, de dire, voilà, on est toujours ou pas dans telle catégorie de cancer du sein, et on a des éléments additionnels qui nous permettent potentiellement d'orienter les traitements, ce statut HER2 faible, les mutations du récepteur aux œstrogènes, ESR1, et les mutations d'un autre gène, qui a un nom un peu compliqué, mais c'est comme ça, qui s'appelle PIK3CA. En quoi ça permet de faire du progrès thérapeutique? Parce que précisément, ça contribue à rajouter un degré d'individualisation et de précision supplémentaire, de manière à adapter au mieux les options thérapeutiques à nos dispositions. Tout ne sera pas bon pour tout le monde. Au-delà de ça, quelles sont les autres évolutions possibles? Eh bien, il y a des nouvelles classes médicamenteuses qui arrivent, il y a des nouvelles hormonothérapies, donc qui sont censées avoir une action plus efficace, et en particulier en cas de mutation de ce gène qui s'appelle le SR1. Il y a des nouvelles thérapies ciblées, comme le capivasertib, dont on espère qu'il va être bientôt disponible, toujours pour les cancers du sein RH positifs. Pour les cancers du sein HER2 positifs, on n'attend pas forcément beaucoup de nouveaux médicaments, quoique, je vous montrerai tout à l'heure, mais surtout des modifications d'indication. Qui dit modification d'indication dit en général l'usage plus précoce et donc l'efficacité, on l'espère, accrue. Pour les cancers du sein triple négatif, il y a toute une quantité de nouvelles immunothérapies qui sont en cours d'évaluation, pas validées, donc c'est de la recherche, et puis potentiellement un ciblage du récepteur aux androgènes, qui est une particularité d'un petit sous-groupe de cancer du sein triple négatif, mais qui mérite d'être identifié. Alors, juste avant de conclure, deux diapositives, 2 ou 3. Tout d'abord, un petit focus sur les anticorps drogues conjugués. J'y reviens parce que c'est une classe médicamenteuse qui est à la fois ancienne, mais finalement assez récente dans le cancer du sein, et qui bouge à toute vitesse. Alors, je rappelle juste ce que c'est qu'un anticorps drogue conjugué. C'est un anticorps avant toute chose. Donc, c'est ce côté Y que vous voyez là en rose, auquel est couplé, et donc c'est l'aspect conjugué, une drogue qui est figurée ici par la petite boule rouge, qui est une drogue de chimiothérapie. Et le principe général d'utilisation de ces médicaments est que le côté anticorps va faire que ça va, de manière préférentielle, même si ce n'est pas exclusif, cibler les cellules cancéreuses et donc libérer de manière préférentielle, même si ce n'est pas exclusif, parce qu'il y a quand même des effets secondaires de ces traitements, la chimiothérapie au plus près, voire à l'intérieur des cellules cancéreuses.
Ce tableau résume l'état actuel du développement des principaux anticorps drogue conjugués dans le cancer du sein. Je vous ai mis ces noms un peu compliqués pour que vous les entendiez. Vous aurez le loisir de revoir les diapositives, mais pour que vous compreniez dans quel univers on réfléchit. Qui dit anticorps drogue conjugué dit une cible. Donc, rationnel de séquence, c'est l'Enhertu, la cible, c'est HER2. Sacituzumab govitecan, c'est le Trodelvy, la cible, c'est un machin qui s'appelle TROP2. Et puis, vous voyez qu'il y en a deux autres, des petits nouveaux, qui sont encore en cours d'évaluation, qui ont les mêmes cibles. Simplement, ils n'ont pas soit le même anticorps, soit la même chimiothérapie. Et donc, on va jouer comme ça pendant un certain nombre d'années avec ces combinaisons jusqu'à trouver ce qui semble potentiellement les plus intéressantes. Point suivant important, qui est le nom des études, parce que vous entendrez ça dans la grande presse parfois, puis aussi, comme on travaille avec les compagnies pharmaceutiques qui adorent donner des noms comme ça un peu à coucher dehors aux études cliniques, Destiny, Ascent, Saskia, Tropion, Tulip, mais chacune finalement correspond à une famille d'études correspondant à un médicament donné. Il y a des validations, ça on l'a vu, et puis donc il y a des questions de recherche en cours qui sont essentiellement des questions d'extension d'indication et donc principalement une utilisation plus précoce en espérant être plus efficace, au moins chez les patients qui pourraient relever de ces médicaments. Encore une fois, ça ne concerne pas tout le monde. Pour vous donner une autre idée de ce qui peut être fait en matière de recherche, j'ai fait là des petites copies d'écran des essais cliniques en cours à l'Institut Curie, qui sont, vous voyez, soit des essais généraux, c'est-à-dire sans métastatique, sans préciser RH positif, HER2. ABLE2, c'est une étude sur l'activité physique. Mondrian, c'est une étude sur l'ADN tumoral circulant et comment ça peut nous aider à guider la thérapeutique. Picasso, c'est une étude d'une nouvelle thérapie ciblée qui cible précisément cette mutation PIK3CA que j'ai citée tout à l'heure. Donc tout ça, c'est exploratoire. Pour les cancers du sein HER2+, on a, alors, peu importe les noms à coucher dehors, on s'en fiche. Mais l'idée de ces deux études-là, c'est le positionnement de nouvelles thérapies ciblées en association au traitement de chimiothérapie d'anticorps conventionnels. Pour les cancers du sein RH+, vous voyez où il y a un tas de questions qui sont posées, qui sont le positionnement de la chimiothérapie, Déméter, c'est de la thérapie ciblée, Estrotim, c'est une réflexion sur la meilleure utilisation du PET scanner dans la prise en charge d'un cancer du sein avancé, Serena 4 et Serena 6, ce sont les nouvelles hormonothérapies, MKB49, ce sont des nouvelles immunothérapies qu'on va tester dans des sous-ensembles de cancer du sein RH positif. Donc, vous voyez, une recherche un peu tous azimuts et qui balaye plusieurs domaines possibles de la prise en charge du cancer du sein avancé. Et donc, je vais conclure, puisque finalement, beaucoup de nos discussions vont tourner autour de cette notion. Le parcours de soins, c'est ce qui a été très bien rappelé en introduction tout à l'heure, d'une patiente ou d'un patient qui a un cancer du sein avancé ou métastatique est devenu quelque chose de complexe. Médicalement, vous avez vu, on a des ressources multiples et ça va encore être illustré au cours de la réunion. Et puis, tout ça fait intervenir, et ça n'est pas exhaustif, puisque vous voyez, j'ai pas mis par exemple les pharmaciens de l'hôpital qui nous aident beaucoup, j'ai pas mis tous les départements de soins de support, j'ai forcément oublié des choses, mais l'idée n'est pas d'être exhaustif, mais simplement de représenter la collectivité soignante qui se met en branle de la manière la mieux coordonnée possible pour proposer aux patients et aux patientes les meilleurs soins possibles, si possible aussi en coordination avec la ville. Et je vais finir par deux exemples qui illustrent tout ça. Premièrement, ce qu'on appelle l'article 51, qui est un terme très général, qui est l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale de 2018, mais qui nous permet de mettre en place des expérimentations de suivi articulé ville-hôpital pour les patients qui ont des thérapies orales. Et puis ce parcours qui s'appelle PACO, parcours d'annonce et de coordination dans le sein métastatique, qui était un parcours expérimental qu'on a mis en place à l'Institut Curie, d'ailleurs en collaboration avec Pfizer, pour les patientes qui rentrent dans la maladie métastatique, où l'idée étant, en lien avec ce que je vous montrais en introduction, d'aider les patientes à comprendre ce qui se passe, comprendre ce qui leur arrive et comprendre ce qui va leur arriver, et d'identifier les besoins pour répondre au mieux à la destinée de chacun. Voilà, j'ai terminé. J'espère ne pas avoir été trop abscon, trop compliqué, et on peut bien sûr discuter. Merci beaucoup, professeur Cotu. Donc, vous nous avez laissé sans voix par la clarté de vos propos. Alors, merci beaucoup. On aurait pu aussi parler de la NAPAT, vous l'avez évoqué, qu'on n'a pas invité. Voilà. Oui, c'est les biopsies en fait. Hein. Voilà, c'est ça, les biopsies. Alors,
En termes de recherche clinique, vous avez évoqué la recherche clinique, vous avez donné de belles perspectives et vous avez parlé des essais à Curie. Je regardais tout à l'heure le chat, on a des gens qui nous suivent qui sont globalement sur toute la France. Alors, comment avoir accès à la recherche clinique quand on n'est pas parisien, voilà, est-ce que... Il n'y avait pas qu'à Paris qu'on fait de la recherche clinique, Dieu merci. Oui, c'est ça, par rapport à Curie et aux essais que vous donniez. Donc, comment avoir accès? Est-ce qu'il y a des endroits où on peut trouver des essais cliniques? Et à quel moment on peut avoir accès à la recherche clinique dans son parcours de soins? Alors, c'est deux questions différentes. À quel moment? J'ai envie de dire à tout moment, en sachant que il y a des situations qui sont maintenant très standardisées, pour lesquelles il n'y a pas forcément, à la minute même, de questions de recherche clinique, où les traitements ont des niveaux d'efficacité tels que ça n'est pas forcément la question première au moment où on se pose la question, mais ça peut être plus tard au cours de l'évolution de la maladie. Après, pour avoir accès ou savoir si sa situation relève d'un essai thérapeutique, je dirais que le premier élément, c'est le dialogue avec son oncologue. Et c'est de la responsabilité de l'oncologue médical traitant, du médecin référent finalement, à la fois de se poser cette question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a comme avancée thérapeutique ou de prise en charge plus générale, hein. L'activité physique, c'est important, le retour au travail, c'est important, les éléments diagnostiques innovants, c'est important aussi, auxquels je pourrais faire participer ou proposer à la patiente qui est devant moi, et si je n'ai pas la ressource, moi, à qui je vais le demander. Donc ça, c'est une question à la fois de responsabilité individuelle et donc de dialogue. Donc la question, c'est harceler gentiment vos médecins, il en restera toujours quelque chose. Et de réseau. Et après, il nous arrive régulièrement d'adresser des patients dans d'autres centres parce qu'il y a une question pertinente qui se pose. Et alors, ça peut être à Paris, essentiellement l'assistance publique ou Cochin ou Gustave Roussy, par exemple. Mais ça m'est arrivé d'adresser une patiente à Marseille. Parce qu'il y avait un essai clinique très particulier, c'est une situation particulière, il n'y avait que Marseille qui avait quelque chose qui pouvait répondre. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est notre responsabilité collective. Malheureusement, en France, on n'a pas de portail transparent, unique, mis à jour, maintenu, qui permettent à la fois de répondre à ces questions et de garder l'intégrité de la propriété intellectuelle, qui est évidemment une autre question, mais qui est tout aussi importante. Voilà, donc j'ai envie de dire, c'est le dialogue. Merci. Dialogue et réseau. Bon, alors on va retenir dialogue réseau. Alors, on a une question d'Elisabeth qui est très intéressée par les innovations, on peut le comprendre, et elle demande comment on peut être alerté des innovations qui arrivent pour une utilisation le plus tôt possible. Mais il n'y a pas toujours besoin le plus tôt possible. Ça, il faut bien le comprendre. Il n'y a pas toujours besoin le plus tôt possible. Il peut y avoir besoin à un moment donné dans ce parcours compliqué, parfois accidenté, qui est le cancer du sein métastatique. Donc là aussi, je reviens à mon commentaire précédent, cette évaluation-là doit se faire en concertation avec son oncologue référent. Et ce n'est pas toujours nécessaire. Merci. Alors attendez, il y a une question. Commence-t-on à avoir un peu de recul en France sur l'Enhertu qui a été salué à l'ASCO? Et actuellement, est-ce qu'il est prescrit en deuxième ou en troisième ligne? Alors, dans les cancers du sein HER2 positif, il est prescrit en deuxième ligne. Dans les cancers du sein HER2 faible, plus exactement, c'est-à-dire les RH positifs HER2 faible ou les triples négatifs HER2 faible, on est plutôt en troisième ligne actuellement. Et oui, maintenant, on commence à l'utiliser tout à fait largement. D'accord. Donc après ça, recul, je ne sais pas si la question porte sur l'efficacité ou sur la toxicité, mais on peut commenter les deux. Parfait, merci beaucoup. Alors, je vais passer au docteur Fourquet, puisqu'on a bien compris par l'image de la traversée de navigation que le parcours pouvait parfois faire appel à d'autres médecins pour justement, voilà, il y avait besoin parfois d'être plusieurs dans l'équipe pour avoir un traitement avec multimodal. Donc, le docteur Fourquet va nous parler de la radiothérapie. Bonsoir, docteur Fourquet. Bonsoir à tout le monde et merci de m'avoir invité à participer à vos discussions. Donc, je vais me focaliser sur la radiothérapie des métastases de cancer du sein
Je vais essayer de pas trop m'embarquer sur des considérations techniques dans le temps qui est imparti. J'ai préparé cette présentation avec ma jeune collègue, le docteur Kao, avec qui on a eu des discussions sur ce sujet-là. Alors, l'intérêt général, si je reste dans des généralités, c'est avant tout la radiothérapie étant un traitement local, d'avoir un effet antalgique, et on va voir qu'il a été largement démontré dans les localisations osseuses des métastases. Elle peut être utilisée aussi pour prévenir des risques fracturaires chez des personnes qui ont des métastases osseuses pas nécessairement très douloureuses, ou en tout cas bien calmées par les antalgiques, mais qui présentent un risque de fracture d'os long, voire de tassement vertébraux éventuellement. Elle intervient pour diminuer les symptômes liés à des métastases, en particulier les métastases cérébrales. Et globalement, elle contribue à améliorer la qualité de la vie chez les personnes qui souffrent de leur métastases. Et les derniers travaux font se poser la question d'un effet curatif potentiel sur les métastases de la radiothérapie. Alors, curatif, il faut s'entendre, curatif localement, mais avec les techniques et le développement des outils, finalement, les techniques d'irradiation, on peut envisager, dans certaines situations, pas chez tout le monde, bien sûr, d'avoir un effet curatif sur la lésion métastatique irradiée. Alors, les situations individuelles sont extrêmement variables et on est souvent un petit peu comme dans la prise en charge globale, hein, sur des décisions au cas par cas. Et je reviens sur ce que disait Paul Cotu tout à l'heure, c'est-à-dire que il faut une approche concertée, pratiquement au cas par cas, pour définir quelle va être la meilleure stratégie thérapeutique, non seulement à l'instant du diagnostic, par exemple, mais aussi sur la durée qui peut être très très longue lorsque la maladie, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, a tendance à se chroniciser. Et donc, il y a deux extrêmes. Il y a des métastases qui sont découvertes d'emblée lors du diagnostic initial du cancer primitif et qui sont asymptomatiques et qui sont découvertes dans un bilan d'extension. Et puis, à l'inverse, il peut y avoir des métastases initiales découvertes lors de la maladie primaire ou secondaire qui peuvent être très étendues, qui peuvent être très symptomatiques, qui peuvent toucher plusieurs organes. Et c'est absolument évident que la prise en charge va être presque complètement différente dans ces deux cas extrêmes, et on a tous les intermédiaires. Ce qu'il va falloir prendre en compte quand on va poser l'indication d'une radiothérapie, c'est les autres traitements en cours. Il ne faut pas que cette radiothérapie puisse interrompre un traitement médicamenteux efficace. Il ne faut pas non plus que ces traitements médicamenteux accentue la toxicité d'une radiothérapie. Donc, il va falloir trouver le bon moment pour placer, entre guillemets, cette radiothérapie dans le processus de prise en charge générale. Et inversement aussi, certaines des nouvelles thérapeutiques utilisées, certaines thérapeutiques ciblées, voire l'immunothérapie, peuvent avoir un effet potentialisateur de l'effet antitumoral de la radiothérapie. Donc, tout ça doit être encore une fois concerté entre les différents acteurs. Alors, je vais juste évoquer deux types de métastases qui sont les plus fréquentes dans le cancer du sein, qui sont les métastases osseuses et les métastases cérébrales, et voir où on en est et comment la radiothérapie peut être appliquée. Alors, la prise en charge globale, elle est schématisée par ce schéma-là. La patiente qui présente des métastases va recevoir à un moment ou un autre dans son parcours de soins, qui peut encore une fois durer plusieurs années, même être très long, comme l'exemple qu'a cité Paul Cotu tout à l'heure. Donc, elle peut recevoir des traitements à visée osseuse qui vont aider à la résorption de calcium dans l'os, entre autres, par exemple des biphosphonates. Elle va bien sûr recevoir des traitements médicamenteux ou systémiques, on a vu, de l'hormonothérapie, de la chimiothérapie, de l'immunothérapie,
des anticorps ciblés de différents types. Elle va recevoir, si ce sont des métastases osseuses douloureuses, des antalgiques et des antalgiques de différents paliers avec toute la progression de ces antalgiques. Et on va insérer dans ce programme, si l'indication se pose, un traitement local. Alors d'emblée, le traitement local, comme pour les cancers primitifs, ils sont de deux types, ils sont de la radiothérapie et de la chirurgie. Et la question, ça va être, c'est pas forcément l'un ou l'autre, ça peut être l'un ou l'autre dans certaines situations et inversement dans d'autres situations, et ça peut être l'un et l'autre. Donc le but général de ces traitements locaux, ça va être de prévenir ou traiter les complications liées à la survenue de métastases osseuses, et donc améliorer la qualité de vie en augmentant le contrôle local. Et là, il va falloir prendre en compte tout un ensemble de paramètres qui vont aider à la décision. D'abord, l'état général. C'est sûr que quelqu'un qui souffre beaucoup, qui est alité, qui a plusieurs sites métastatiques, la procédure et le type de traitement ne va pas être le même que chez quelqu'un qui finalement est plutôt en bonne forme et se ressent assez peu des symptômes liés à ces métastases. Bien entendu, l'espérance de vie, on ne va pas se lancer dans des protocoles et des façons de traiter extrêmement compliquées si l'espérance de vie est courte, liée à l'évolution de la maladie. On peut prendre en compte aussi le type de cancer, le sous-type, qui peuvent augurer de radiosensibilités différentes. On va prendre en compte le fait qu'il y a beaucoup de métastases osseuses, qu'il y en a peu, ce qu'on appelle des oligométastases. Oligo, c'est peu en grec. Et donc, et j'en reparlerai tout à l'heure, ce traitement des oligométastases osseuses en particulier suscite beaucoup d'intérêt parce que c'est précisément dans ces domaines où on peut peut-être espérer un contrôle de la maladie très prolongé. Et puis, bien entendu, l'environnement et les antécédents thérapeutiques et, entre autres, on en a parlé tout à l'heure, les antécédents d'irradiation dans les mêmes secteurs. Alors, ce qu'on appelle la radiothérapie conventionnelle des métastases osseuses, ça fait des années qu'on l'utilise, les bénéfices en sont connus, il y a un effet antalgique, ce que j'ai cité précédemment. On va utiliser des schémas standards, je vais y revenir, et elle est indiquée surtout dans les douleurs qui vont être réfractaires aux antalgiques de palier 2 ou 3, et ou avec une réponse qui n'est pas optimum à ces antalgiques. On va l'utiliser quand il y a un risque neurologique d'épidurite, c'est-à-dire l'infiltration de la moelle épinière par la métastase osseuse, voire de compression médulaire, où là, ça devient classiquement une urgence thérapeutique d'irradiation excessivement rapide. Et puis enfin, des risques mécaniques, c'est-à-dire des risques de fractures qui sont liés à des atteintes osseuses ostéolytiques. Pour faire simple, ça fait un trou par opposition à des lésions osseuses condensantes où le risque fracturaire est moindre. Donc les modalités techniques sont relativement simples. On va utiliser ce qu'on appelle la radiothérapie en 3 dimensions conformationnelle, ou la radiothérapie en arc thérapie volumétrique, c'est-à-dire avec un système qui tourne autour du patient. On va utiliser un scanner de positionnement qui ne va pas être injecté. Il n'y a pas besoin d'injecter le produit de contraste pour voir l'os et la zone à traiter. On va utiliser une contention adaptée. Alors adaptée évidemment à la douleur. On peut vouloir faire des traitements extrêmement précis, mais si la contention utilisée et si la durée de temps passé sur la table de traitement ou au scanner de positionnement est trop longue, ça va être totalement inopérant à cause de la douleur. Donc, il faut savoir faire simple et rapide. Et pareil, avec une balistique simplifiée. Donc, par exemple, sur cet exemple de lésion d'un corps vertébral, on va utiliser des faisceaux opposés, très simples, comme on faisait il y a 10, 15 ou 20 ans, parce que le but étant d'avoir un effet antalgique rapide et pas de faire dans la finesse. Il faut pouvoir apporter un bénéfice rapide aux personnes qui souffrent. Alors, les fractionnements sont assez standardisés maintenant parce qu'il y a plusieurs études, et en particulier des études comparatives et des essais thérapeutiques. Donc, on peut utiliser 3 types de fractionnement principalement, soit une seule fraction, un seul traitement de 8 grès,
soit 5 fois 4 Gray, soit 10 fois 3 Gray. Alors, on va choisir en fonction des localisations, on va choisir aussi en fonction des volumes irradiés, on va choisir en fonction de l'existence d'irradiation préalable dans les mêmes zones et de tout un ensemble de facteurs, et bien entendu aussi de l'état général du patient et en particulier du niveau de la douleur. On ne va pas se lancer dans un traitement qui va durer 2 semaines si la personne est extrêmement douloureuse. On va au contraire réduire le nombre de séances le plus possible. Alors, ce qu'on sait des taux de réponse, quand on regarde simplement la réduction, voire la disparition complète de la douleur, le taux de réponse complète antalgique est à peu près équivalent qu'on fasse une seule fraction ou plusieurs fractions, et de l'ordre de 60 à 70%, c'est quand même relativement élevé. Donc, il faut avoir ça en tête et savoir qu'on peut faire ce type d'irradiation à visée antalgique, ce qui permet également souvent de diminuer, voire se passer complètement des antalgiques et des antalgiques de niveau 2 ou de niveau 3. Et puis, l'inconvénient de la fraction unique, si c'est simple à faire, c'est une seule fois, c'est que nécessite beaucoup plus souvent des réirradiations sur le même site que quand il y a plusieurs séances. Donc, il faut savoir choisir entre les différents schémas, les modalités. Alors, une question particulière qui est l'association à la chirurgie, en particulier ce qu'on appelle la cimentoplastie, c'est-à-dire la chirurgie où ça peut se faire aussi par radiologie interventionnelle, qui consiste à injecter dans la vertèbre qui est instable et qui a une lisse vertébrale, d'injecter ce qu'on appelle un ciment, qui a 2 avantages. Le premier, c'est que souvent, ça calme la douleur pratiquement sur le champ. Une fois que le geste est fait, la douleur a quasiment disparu. C'est très fréquent. Et d'autre part, ça consolide la vertèbre. Donc, ça prévient, par exemple, un affaissement, un déplacement de la vertèbre. Ça peut prévenir une compression médulaire et ce genre de choses. Maintenant, il faut aussi faire de la radiothérapie sur la vertèbre lésée, parce que la cimentoplastie, si on fait rien d'autre, la maladie peut évoluer à l'endroit où ça a été fait. Donc, il faut faire une irradiation derrière. En général, on préfère la faire après le geste chirurgical pour les raisons que je vous ai dites, mais également parce que si on le fait d'emblée, ça prend du temps de mettre en place une radiothérapie. On ne peut pas juste s'allonger sur la table et appuyer sur le bouton. Il faut bien cibler ce qu'on veut traiter. Et donc, ça prend du temps. Et pendant ce temps-là, la douleur persiste et les risques de fracture persistent, etc. Donc, on l'utilise comme consolidation. Et également, quand on va faire un scanner avec le ciment qui va changer les paramètres d'absorption de la radiothérapie, et donc on va pouvoir les prendre en compte quand on va faire la préparation du traitement, alors que c'est pas possible si on n'a pas ça. Docteur oui, je suis désolée, on est un tout petit peu en retard. Oui. Donc voilà, si on veut pas finir, se coucher trop tard. Voilà. Vous me dites que je prends trop de temps. D'accord. Alors je vais essayer d'aller vite. Donc, la radiothérapie stéréotaxique, ça va consister à délivrer par plusieurs faisceaux, beaucoup de faisceaux qui vont être très focalisés sur une zone. Donc, c'est avec une très grande précision. On utilise de multiples faisceaux. L'intérêt, c'est de préserver les structures environnantes et de pouvoir délivrer une dose élevée dans un volume très bien ciblé comme ça. Ça prend du temps pour préparer les choses, ça prend du temps pour la séance. Donc, on va pas le faire, encore une fois, chez des personnes qui sont pas bien, qui souffrent beaucoup. Alors, les indications de cette radiothérapie stéréotaxique, vous voyez simplement un exemple là. À droite, c'est les mêmes localisations. À droite, c'est la conventionnelle, donc de toute façon, ça prend relativement grand volume, alors qu'en stéréotaxie, c'est extrêmement ciblé. Et donc, ça préserve les tissus autour. Donc là, malheureusement, il n'y a pas de standard parce qu'il n'y a pas d'études prospectives randomisées comparatives. Il y en a qui sont en cours, mais on n'a pas les résultats. Donc, on se base sur l'expérience publiée avec différents schémas, mais en général, ça ne va pas plus loin que 5 fractions. Et le plus souvent, on fait 3 séances et c'est suffisant. Alors, très rapidement sur les métastases cérébrales, donc
elle est aussi multidisciplinaire, et c'est un traitement local, donc qui comprend la neurochirurgie, la radiothérapie stéréotaxique et la radiothérapie pandencéphalique ou encéphalique in toto de l'ensemble du cerveau. Des exemples, c'est la radiothérapie stéréotaxique, c'est aussi une radiothérapie de très haute précision. On va cibler sur une localisation ou plusieurs, je vais y revenir. Et pour ça, on va utiliser des outils, et je voudrais juste insister là-dessus, des outils qui s'appellent Gamma Knife, CyberKnife, Novelix, tout ce que vous voulez, voire des appareils conventionnels qu'on adapte. Les appareils ne sont pas une fin en soi. C'est pas parce qu'un tel a telle machine que c'est mieux. Ce qui compte, c'est de savoir délivrer la dose sur un point précis et le mieux ciblé possible. Après, on peut utiliser différentes techniques et différentes modalités pour le faire. On peut utiliser cette stéréotaxie pour traiter plusieurs localisations cérébrales. Ça, c'est quand on fait ça de façon, on va dire, on faisait ça il y a quelques années. Maintenant, on arrive à, vous voyez, à cibler beaucoup mieux, c'est-à-dire qu'on sépare la dose dans les différentes métastases cérébrales quand il y a plusieurs foyers, et on peut sur chacun, en même temps, dans la même séance, délivrer des doses extrêmement ciblées et des doses efficaces sur le plan thérapeutique. Après, la question se pose entre faire une chirurgie cérébrale ou faire une irradiation. Donc, il y a un certain nombre de critères qui permettent de le faire. Par exemple, des zones profondes vont pas être accessibles à une chirurgie qui serait beaucoup trop délétère, et on va pouvoir utiliser cette radiothérapie stéréotaxique. Enfin, on va toujours utiliser l'irradiation de l'ensemble du cerveau quand il y a beaucoup de métastases et que c'est pas accessible à plusieurs traitements ciblés. Là, c'est assez standardisé. On utilise en général des schémas en 10 séances ou en 4 séances éventuellement. Et avec le risque essentiel, pendant l'irradiation, d'avoir mal à la tête et des nausées liées à un œdème cérébral réactionnaire. Et surtout sur la tolérance tardive, comme la durée de vie augmente, qui est celle de troubles cognitifs qui peuvent parfois être sérieux, des troubles de mémoire, des troubles de l'attention. Et donc, on va essayer d'identifier des facteurs de risque de ces troubles-là dans le traitement. On arrive maintenant et on a des techniques qui permettent d'épargner une zone du cerveau qui s'appelle l'hippocampe, qui est une espèce d'anneau entortillé sur lui-même, qui donne un peu la forme d'un hippocampe, et qui est un peu le siège de enfin, en tout cas, quand il est lésé, qui est un peu la raison de ces troubles cognitifs. Et donc, on arrive, avec les nouvelles techniques, à éviter ces zones-là. Voilà, je vous remercie. Pardon d'avoir été un peu long. Alors, merci beaucoup. On va pas pouvoir prendre beaucoup de questions. On va en prendre une de Karine qui demande si la radiothérapie osseuse ne fragilise pas les os, justement, s'il vous plaît. Alors, ça n'a pas réellement d'effet fragilisant. Enfin, ça dépend du niveau de dose donné et du volume donné. On a dans le passé, il y a maintenant pas mal d'années, l'expérience, par exemple, de fractures osseuses du bassin liées à l'irradiation du pelvis pour un cancer du col de l'utérus, par exemple. Là, on est dans une situation différente parce que le niveau de dose global est moins important parce qu'on est dans un traitement, essentiellement pour les os, dans un traitement de type antalgique, et on n'a pas besoin de donner des doses très élevées. En revanche, si on veut donner des doses qui veulent contrôler la maladie, là, il faut donner des doses nettement plus élevées, mais comme on va le faire par ces techniques stéréotaxiques, le volume d'os qui est irradié est beaucoup moindre et le risque secondaire de fracture osseuse est beaucoup, beaucoup moins important. Ok. Et alors, juste une petite dernière, vous avez choisi la radiothérapie osseuse et la radiothérapie cérébrale, mais est-ce qu'il y a d'autres radiothérapies, par exemple, sur le foie ou sur d'autres métastases qui sont possibles? Alors, on fait de la radiothérapie stéréotaxique pour des lésions pulmonaires de cancer du sein. Alors, évidemment, quand il n'y a pas plein de localisations, mais quand il y a une ou deux localisations, quelquefois, on peut amener à faire ces irradiations stéréotaxiques qui sont efficaces, de même que ça l'est dans des cancers du poumon primitif localisés, parce qu'on arrive là aussi à bien cibler la dose et que ça a une très bonne efficacité.
Dans le foie aussi, et là, ça va dépendre toujours du nombre de métastases, ça va dépendre du volume, parce que plus le volume de foie est irradié est important, plus la toxicité augmente, et de la localisation dans le foie. Mais c'est aussi utilisé dans ces circonstances-là. Alors, je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus, donc c'est pour ça que je suis parti sur les deux localisations les plus fréquentes. Mais ça peut être, oui, utilisé dans toutes les localisations métastatiques. Merci beaucoup. Alors, on comprend bien. On va passer maintenant au docteur Florian Scotté de Gustave Roussy. Bonsoir, docteur Scotté. Alors, la semaine dernière, vous étiez et vous organisiez le congrès de l'AFSOS. Donc, vous allez pouvoir nous parler des actualités françaises sur les soins oncologiques de support francophones. Alors déjà, qu'est-ce que les soins oncologiques de support? Et alors, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur ce qui en est, ce qui en est pas? Parce que parfois, il y a des soins auxquels on aura envie d'avoir accès et qui n'en sont peut-être pas. Donc, est-ce que vous pouvez déjà nous redéfinir ce panier de soins oncologiques de support, s'il vous plaît? Bonsoir, Oriane, merci beaucoup pour cette question. Bonsoir à toutes et tous. Alors, les soins de support ont été définis il y a longtemps maintenant. Ça date de 1990. C'est M. Jean Klasterski à Jules Bordet en Belgique qui a donné la première définition. Et en 2005, on a eu la première définition des soins de support en France dans le cadre de la circulaire de VHES qui en fait faisait les prémices du premier plan cancer. C'est l'ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades tout au long de la maladie, conjointement au traitement spécifique lorsqu'il y en a. Donc dedans, on peut un petit peu tout mettre. Les soins et les soutiens, c'est-à-dire qu'on a des soins tels que la lutte contre la douleur, tels que la prise en charge des problématiques de nutrition, de troubles de la sexualité. Il y a des traitements de support, ce sont des traitements contre les nausées et les vomissements, ce sont des traitements pour éviter la chute des globules blancs, par exemple. Et puis, il y a l'organisation. Donc l'organisation, c'est le lien ville-hôpital, c'est faire en sorte que le parcours des patients soit le moins tortueux possible, le moins cabossé possible et qu'on puisse l'accompagner sans rupture, sans fracture entre le lien ville-hôpital et le quotidien avec ses proches dans les meilleures conditions. On a un panier de soins de support qui a été défini par l'INCa en 2016, le socle, qui repose sur l'accompagnement, la gestion des problématiques de nutrition, des problématiques de douleur, des problématiques sociales et des problématiques psychologiques. Et puis on a ce qu'on appelle le panier complémentaire dans lequel on trouve l'activité physique adaptée, on trouve les conseils d'hygiène de vie, on retrouve également l'accompagnement de l'oncofertilité, des troubles de la sexualité, et puis l'accompagnement psychologique des proches et de l'entourage. Voilà ce qui est défini par l'INCa. Donc après, on peut mettre plein de choses. À partir du moment où on parle d'accompagnement, il faut être vigilant avec certaines pratiques complémentaires qui sont plus que complémentaires, totalement parallèles, voire dangereuses, et qui ne rentrent pas dans les soins de support, même si des approches, des interventions non médicamenteuses font partie des soins de support, mais qui sont basées sur les preuves. J'entends par là, par exemple, l'acupuncture ou le yoga qui ont démontré une efficacité dans la qualité de vie. Merci. Alors, en cas de doute, on en parle à son équipe soignante? On en parle toujours à son équipe soignante. La prescription doit venir de l'équipe soignante, de l'oncologue référent, qui reste le coordonnateur de l'ensemble du parcours du patient. Les soins de support sont en fait une coordination des soins de support, des expertises et des acteurs, des intervenants de soins de support. Mais oui, il faut en parler à son équipe parce que qui dit prescription, ne dit pas écriture sur un morceau de papier, une ordonnance, mais dit évaluer les besoins et orienter en fonction des besoins vers les bons acteurs. Et alors, est-ce qu'il y a des moments particuliers où on a vu l'illustration du professeur Cotu qui disait que c'est vraiment comme un voyage en voile. Il y a des moments où on a besoin de plus de traitement, plus de traitements combinés, etc. Donc, est-ce qu'il y a des moments où on a plus besoin de soins oncologiques de support? Est-ce qu'il y a des soins oncologiques de support qui vont être plus utilisés à certains moments? Oui, ça dépend effectivement du parcours. Maintenant, j'ai envie de vous dire, les soins de support, on en a besoin tout le temps, à tout moment de la maladie, à tout moment de la prise en charge.
que la situation aille pas bien ou qu'elle aille bien. Ce qui est important, c'est d'évaluer les besoins encore une fois. Et cette évaluation des besoins doit être faite à tous les temps de la maladie. Classiquement, c'est à l'entrée dans la maladie, au moment du diagnostic, au changement de traitement, ou s'il y a des problématiques de récidive, et puis à la fin des traitements, encore une fois, qu'on soit en situation malheureusement péjorative, avec un accompagnement palliatif, ou qu'on soit en situation d'arrêt de traitement parce qu'on est guéri. À ce moment-là, on est dans cette phase d'après, de post-thérapeutique, où on a encore des besoins. En fonction de cette évaluation des besoins, de ce qui est mis en avant, eh bien, on adaptera la prise en charge vers les bonnes mesures. Alors, est-ce que dans tous les centres, on a accès aux soins oncologiques de support? Et sinon, est-ce qu'il y a des endroits où on peut se renseigner, avoir accès à ces soins de support? Alors, il n'existe pas forcément dans tous les centres, toutes les structures, tous les acteurs de soins de support. Néanmoins, dans le cadre de la circulaire qui est passée en avril 2022, autour de l'accréditation des centres pour traiter les patients atteints de maladies cancéreuses, on a une structuration et un accès structuré qui doit être organisé. Et ça, c'est obligatoire dans chaque centre. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément l'assistance sociale, mais on doit être capable de donner des adresses, d'orienter la patiente ou le patient vers un service social. Donc ça, c'est la grande nouveauté. C'est ce qu'on attendait depuis 18 ans, depuis le premier plan cancer. Et c'est maintenant à l'ordre du jour. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des audits de l'INCa disant, écoutez, vous n'avez pas d'organisation de soins de support, donc vous n'avez pas accès. Bon, maintenant, ces soins de support, ou ces différents acteurs, ils peuvent se trouver dans les murs de l'établissement, ils peuvent se trouver en ville, ils peuvent se trouver à différents endroits. Les réseaux, notamment les dispositifs d'appui à la coordination, les DAC, peuvent être un relais pour ces soins. Les associations de patients sont très aidantes éventuellement pour l'accès aux soins. Je pense par exemple à la Ligue contre le cancer. Et puis on a des acteurs qui se trouvent sur le territoire, et ça a été rappelé tout à l'heure, Pfizer avec l'AFSOS a mis en place une application qui s'appelle La Vie autour, qui permet d'avoir, en fonction de l'endroit où on se trouve en France, un annuaire, une sorte d'annuaire avec un accès aux différents acteurs. C'est extrêmement compliqué, et merci pour ce soutien au laboratoire Pfizer, c'est extrêmement compliqué parce que les intervenants changent régulièrement, l'annuaire est à mettre à jour régulièrement, et ça peut poser des difficultés de mise à jour. Merci. On va remettre le lien de La Vie autour sur le chat. Alors, on sait que dans le cancer en général et dans le cancer du sein méta encore plus, il y a une précarisation liée au cancer. Est-ce que tous ces soins oncologiques de support sont pris en charge? Voilà. Ah, ça, c'est la question qui fâche en France, parce qu'on aime bien que tout soit pris en charge. Malheureusement, non, tout n'est pas pris en charge. Les soins qui sont dispensés dans les établissements de santé sont en général pris en charge dans le cadre de ce qu'on appelle les MIG, les missions d'intérêt général. L'objectif étant un reste à charge pour les patients nuls. On a des développements de différentes organisations, notamment les hôpitaux de jour, qui permettent de valoriser les intervenants. C'est le cas également pour les infirmières de coordination avec le nouveau programme de santé digitale qui va permettre de suivre, d'accompagner les patients à distance. On a un remboursement de ces outils digitaux qui intervient, et un remboursement également des infirmières de coordination. Tout ça, c'est du soin de support. Et donc ça, encore une fois, reste à charge zéro pour le patient. Après, les cosmétiques, par exemple, qui sont une problématique quotidienne dans le cadre des traitements anticancéreux, effectivement, non, ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Alors, on arrive souvent, où les socio-esthéticiennes souvent essayent de trouver des solutions avec des dons, des dons de produits par certains industriels, pour les donner gratuitement à des patients qui sont en difficulté, qui ne pourraient pas les acheter. C'est une réflexion à avoir effectivement sur le remboursement. L'activité physique adaptée maintenant peut se faire, voire va devoir se faire sur prescription. Il y a ce qu'on appelle un article 51 qui est un travail en lien avec l'assurance maladie d'évaluation qui a pour objectif de mettre en place un système de remboursement de l'activité physique adaptée. J'entends bien activité physique adaptée, pas le centre
de sport qui est à côté de la maison, mais bien des acteurs professionnels pour cet accompagnement. C'est une vraie question. Malheureusement, je ne peux pas vous donner une réponse 100% affirmative aujourd'hui. Vous nous avez quand même bien Après, les mutuelles peuvent intervenir. Il y a de plus en plus de mutuelles qui prennent en charge certains de ces soins de support. Et puis, il y a des centres je pense évidemment à Gustave Roussy, je pense à celui de Foch, qui mettent en place un accompagnement des patients avec des pratiques complémentaires qui sont donc surveillées, encadrées et qui sont en reste à charge zéro pour le patient. Merci beaucoup. Et alors, vendredi, on avait une webconférence avec le collectif 1310 et il y avait aussi Live is Rose, qui est une association, vous avez parlé des associations qui aident aussi, qui accompagnent les patientes justement pour lutter contre la précarité et qui parfois peut financer certains soins. Je pense que l'intervenante d'après va en parler. Alors, on a des questions sur le chat. Alors, Elisabeth qui n'a pas entendu, quels soins de support étaient proposés pour la chute des globules blancs? Alors pour la chute des globules blancs, déjà c'est évaluer le traitement et s'assurer que le traitement soit bien adapté et à la pathologie et à la patiente ou au patient qui est en face. Ensuite, on a des injections de facteurs de croissance, qu'on appelle des facteurs de croissance hématopoïétique ou de la lignée blanche, qui sont des piqûres sous-cutanées qu'on fait le lendemain ou 2 jours maximum après la chimiothérapie avec un rythme qui est à définir en fonction du traitement. Donc ce sont des injections pour stimuler la moelle osseuse, pour la fabrication des globules blancs. D'accord. Et Caroline demandait est-ce que la sophrologie est un soin de support? Vous les avez énumérés, mais peut-être trop vite. Alors, est-ce que vous pouvez nous le redire? Alors, je ne vais pas le refaire parce que ça a barbé tout le monde. La liste de soins de support n'est pas exhaustive. Et là, en sophrologie, on va parler de pratiques complémentaires. Donc, la sophrologie rend service à beaucoup de patientes et de patients. Pour autant, aujourd'hui, malheureusement, la sophrologie souffre un peu de manque de validation scientifique. C'est le cas de beaucoup de pratiques complémentaires. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant. Ça ne veut pas dire que ces pratiques ne soient pas efficaces, ne soient pas aidantes pour nos patients, mais ça veut dire qu'on est tenu en médecine de pouvoir adresser les patients vers des pratiques qui sont validées, qui peuvent être recommandées. C'est ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, c'est-à-dire la médecine basée sur les preuves. Avec toutes les difficultés pour ces pratiques complémentaires d'avoir de la recherche clinique qui soit menée de bonne façon. Eh ben, merci beaucoup, docteur Scottet. On va passer à l'intervention donc de Sylviane. Alors, bonsoir à tous. Merci de m'accueillir et de me donner la parole après des médecins. Je suis très honorée d'être à côté des soignants. Et donc, merci d'avoir pensé à parler des associations. C'est Laure Guérou-Escolas qui a créé Mon Réseau Cancer du Sein qui devait s'adresser à vous ce soir. Mais malheureusement, elle n'a pas le don d'ubiquité. Le mois d'octobre est très chargé pour le cancer. Et donc, elle m'a demandé de lui donner un coup de main. Donc je suis Sylviane, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein métastatique d'emblée en 2019 et j'ai donc, si vous comptez bien, ça fait 4 ans et ça fait 4 ans que je suis sur ma première ligne de traitement, hormonothérapie plus thérapie ciblée si vous voulez tout savoir. Assez rapidement, j'ai été une utilisatrice de Mon Réseau Cancer du Sein que je représente ce soir. Ça m'a permis d'obtenir des informations quand j'ai été capable de les absorber, parce que au départ, le choc est tel qu'on ne peut pas tout comprendre. Voilà. Et puis surtout, ça m'a donné du soutien parce que j'ai rencontré des pairs, parce que ma voisine n'est pas atteinte d'un cancer métastatique. Et de parler avec des homologues, c'est extrêmement important pour comprendre ce qui va nous arriver. Parce que le médecin, on le voit, allez, un quart d'heure tous les 2 mois, ça suffit pas. Vraiment, ça suffit pas.
Alors, pourquoi est-ce que je vous parle ce soir? Parce que depuis quelques mois, je m'investis un tout petit peu plus dans mon réseau cancer du sein et donc je vais vous en parler un peu plus. Je voudrais juste dire une chose, c'est oui, les soins de support, on en a absolument besoin, ils sont totalement complémentaires de ce qui se passe à l'hôpital et de ce qui se passe quand on prend ses médicaments. Et les besoins en soins de support, ils sont extrêmement évolutifs. C'est pas du tout les mêmes besoins. Pour une même patiente ou un même patient, c'est pas du tout les mêmes besoins en fonction de ce qui se passe sur la maladie et en fonction du moral et de votre vie personnelle également. Donc, c'est intitulé « Trouver des informations et du soutien » parce que c'est effectivement moi ce que j'ai trouvé auprès de MRCS. Donc, mon réseau cancer du sein, qu'est-ce qu'il a pour objectif? De rompre l'isolement et de faciliter l'échange entre les patients ou entre les aidants parce que ça s'adresse aussi aux aidants et aux proches, pour qui c'est pas facile non plus. Il y a des ressources pour comprendre la maladie et ses traitements et les effets secondaires. On trouve des informations à la fois sur les traitements et la maladie, mais aussi sur des idées, des astuces pour mieux vivre et traverser l'épreuve. Et on trouve des adresses et des ressources utiles. Et on a des annonces de propositions d'événements. Par exemple, la conférence de ce soir était annoncée sur mon réseau cancer du sein. Alors, mon réseau cancer du sein, c'est un réseau qui est anonyme parce qu'on prend un pseudo, qui est sécurisé, qui est modéré et qui est gratuit, évidemment. On a parlé tout à l'heure de difficultés financières. Il y en a, mais en tout cas, pas dans l'accès à mon réseau cancer du sein. Mon réseau cancer du sein, c'est à la fois une appli sur votre téléphone et un site internet. Donc, selon les circonstances, on peut y avoir accès de façon différente. Il y a plusieurs fonctionnalités. Il y a des échanges sur un fil. Il y a des échanges dans des groupes plus particuliers. Il y a des échanges, y compris privés, entre personnes, puisqu'on peut demander des personnes en amis. Donc, c'est le Facebook. C'est un espèce de Facebook. Il y a accès à des ressources. Donc, un annuaire avec des adresses, des événements, des annonces d'événements, etc. Et puis, des informations validées scientifiquement sur un certain nombre de sujets qui peuvent nous intéresser à un moment ou à un autre, puisque il se trouve que le cancer du sein métastatique peut être quelque chose au long cours. Alors, pour ce qui concerne les métas, parce que c'est comme ça qu'on s'appelle un peu entre nous, il y a à l'intérieur du réseau de messagerie un sous-groupe qui est dédié aux métas. Parce que de temps en temps, il y a des conversations un peu insupportables, et puis de temps en temps, nous, on est insupportables pour les autres, parce que de temps en temps, on parle de la mort, et de temps en temps, on parle de fin de vie, et ça, c'est difficile pour les autres. Et voilà, donc, il y a un sous-groupe interne où là, on sait qu'on peut parler cash et se comprendre. Donc, c'est vraiment un sous-groupe dédié pour échanger, se soutenir, et où la confiance est là spontanément. Il y a également un café virtuel mensuel en ligne entre personnes métastatiques, parce qu'on a aussi besoin de contact et que c'est bien de chatter, mais que de temps en temps, c'est bien de se voir aussi en Zoom. Donc, je suis une des animatrices de ces cafés entre méta. Et puis, il y a des informations dédiées au cancer du sein métastatique et, par exemple, la conférence de ce soir, je n'y reviens pas. Mon réseau cancer du sein, c'est aussi une association qui appartient à un collectif 13-10 dont on a parlé tout à l'heure. 13-10, qu'est-ce que ça veut dire? Le 13 octobre est la journée mondiale du cancer du sein métastatique. Donc le collectif 13-10, c'est référence directe à cette journée mondiale. Donc ce collectif 13-10, c'est plusieurs associations qui se sont données comme mission de mieux connaître les patientes et patients, mais ils sont pas très nombreux à se faire connaître, de les accompagner dans leur parcours de soins et de maintenir leur place dans la société. Il y a des personnes qui ont un cancer du sein métastatique et qui travaillent. Et ça, c'est pas déjà dans la société, il n'y a pas une connaissance forcément très forte du cancer du sein métastatique, mais alors l'idée qu'on puisse travailler avec un cancer du sein métastatique, c'est pas une évidence totale. Donc, le collectif 13-10, il organise en général le 13 octobre une journée en présentiel, hybride ou en ligne,
une journée dédiée au cancer du sein métastatique. Donc, évidemment, le 13 octobre, c'était vendredi dernier, on en a déjà parlé. Il y avait une session dédiée au cancer du sein métastatique et le travail, et une autre session l'après-midi sur un autre sujet. Donc, c'est un rendez-vous tous les ans, le 13 octobre, pour faire entendre les besoins des patients et pour aider aussi les patients et leurs proches, les informer, les soutenir. Qui compose cette association? J'espère pas être trop longue, parce qu'on m'a dit 5 minutes. Alors, il y a d'abord l'association des triplettes. Les triplettes, c'est les triples négatives. Elles font énormément de choses. Et en particulier, elles facilitent l'accès aux soins et aux essais. Et elles font beaucoup de choses. Donc, l'accès à l'innovation et recherche clinique est leur première mission, parce qu'il y a urgence dans leur cas. L'association Étincelle, elle propose des soins de support au quotidien en région parisienne, et elle se mobilise pour un meilleur accès et une prise en charge des patientes. Europa Donna organise un colloque annuel. Cette année, il aura lieu le 20 novembre, y compris à distance, ce qui pour certaines patientes qui vont pas bien est plus confortable. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à ce colloque du 20 novembre. Ils délivrent aussi des brochures, et puis ils organisent des cafés Donna. Toujours cette même idée de se rencontrer entre pairs, parce qu'il y a des choses qu'on épargne à ses proches ou à ses amis et qu'on peut se dire entre nous. Life is Rose, dont Oriane vient de parler, qui lutte contre la précarisation liée au cancer et qui est en train d'élaborer un outil absolument formidable qui s'appellera Prisca et qui aidera à accéder aux ressources quand on a des difficultés. Mon réseau cancer du sein, je n'insiste pas, c'est informer, accompagner, soutenir, c'est déjà pas mal. Jury Santé, c'est du soutien juridique et administratif. On se retrouve dans des situations extrêmement complexes, et les employeurs comme les administrations les connaissent pas forcément, donc avoir un soutien juridique et administratif, c'est extrêmement utile. Et puis il propose un coaching dédié pour les personnes atteintes d'un cancer du sein métastatique qui veulent retourner au travail, et retourner chez le même employeur ou ailleurs. Vivre comme avant propose une ligne d'écoute téléphonique dédiée. Donc, vous avez les numéros de téléphone qui s'affichent. Et puis, l'association OSE. Alors, l'association OSE, on est toujours ambivalent, on les adore. Et en même temps, on a des scrupules à en parler parce qu'ils ont une liste d'attente longue comme le bras. Ils proposent un truc fabuleux qui est une semaine de vacances. Parce que quand on a un cancer du sein métastatique, c'est tout le temps, et avec la charge mentale quotidienne. Donc, avoir une semaine où on se fait prendre en charge, c'est un espèce de bonheur. Il y a une liste d'attente extrêmement longue. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue et de vous avoir plutôt laissé sur votre faim. Donc, pour tous ceux et celles qui nous écoutent, explorez les ressources qui existent. Explorer en fonction de ce qui vous arrive. Il y a des choses qui vous seront utiles tout de suite, d'autres qui vous seront utiles plus tard, mais explorez ce qui existe. Les associations sont un vrai complément aux traitements qui, eux, sont indispensables, indiscutables, non négociables. Merci beaucoup, au moins c'est clair. Donc merci beaucoup Sylviane. On va avoir fini cette partie sur la prise en charge, le parcours, où vraiment on voulait montrer justement que en complément des prises en charge médicales, les associations de patients pouvaient apporter des informations et des ressources essentiel aussi pour bien comprendre sa maladie. Donc merci à tous nos orateurs de cette première partie, et nous avons le plaisir maintenant d'accueillir donc le docteur Béguineau. Donc docteur Béguineau, bonsoir. Donc vous venez de Villeurbanne. Bonsoir. Et ça nous paraissait très intéressant de vous faire intervenir parce que vous avez mis en place une initiative pour des populations qui pouvaient avoir plus de difficultés à comprendre leur prise en charge, et on a vu ô combien c'était essentiel de comprendre, notamment sur des maladies maintenant qui sont prises en charge de plus en plus longtemps. Bonsoir.
Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Donc, moi, je suis gynécologue de formation initiale avec un DESC et je m'occupe de l'oncologie médicale de la femme dans une clinique mutualiste qui est à la frontière entre Villeurbanne et Vaux-en-Velin, donc dans l'Est lyonnais, des quartiers où il y a beaucoup de populations issues de l'immigration. Et la clinique est récente, elle a 4 ans, cette clinique mutualiste. Et donc, moi, je suis arrivée il y a 3 ans et demi. Et le challenge, c'était que je devais monter un parcours, coordonner le parcours de soins en oncogynéco dans cet établissement. Et je me suis retrouvée confrontée à une population qui avait une patiente sur 5 environ n'avait pas le français comme langue maternelle et ne l'avait pas forcément appris puisqu'elles vivent souvent dans des communautés où elles se comprennent facilement. Et donc voilà, il fallait que je trouve le moyen de communiquer avec les patients. Donc le rationnel de l'outil qu'on a développé avec le soutien de Pfizer et d'EduSanté qu'on appelle l'Imager, c'est que la communication patient-soignant, c'est un élément essentiel de la prise en charge. C'est la base de l'alliance thérapeutique. Ça permet l'adhésion au projet thérapeutique ou non, d'ailleurs, parce qu'une patiente a le droit de refuser la proposition de soins qu'on va lui faire en fonction de l'information qu'elle aura reçue, donc qu'on lui aura donnée, qu'on lui aura nous transmis en tant que médecin et qu'elle nous aura donné en tant que patiente. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a l'habitude d'utiliser des mots, une sémantique très particulière au domaine médical. Et puis après, des informations que vous allez nous donner, on va les interpréter, les retranscrire en fait en savoir médical et de là, décrire des symptômes et vous proposer des traitements. Donc, cette communication, elle est très importante et elle est très importante dans les deux sens. On peut partir du principe que si le projet thérapeutique a bien été compris, on va obtenir une adhésion, toujours dans une relation totalement de confiance entre le soignant et le patient. Et de cette adhésion, une meilleure observance. On peut espérer que le patient qui a compris, qui adhère à son projet thérapeutique va prendre son traitement et de ce fait, sur la meilleure observance, obtenir une meilleure efficacité du traitement. Et à l'inverse, sur une consultation où il reste de l'incompréhension, l'incompréhension peut entraîner de l'anxiété. Et ça, probablement que dans une situation où vous avez déjà l'annonce d'une maladie, parfois d'emblée une maladie métastatique, le fait de ne pas comprendre le projet thérapeutique peut majorer encore l'anxiété. Donc, quels sont les moyens de communication dont on dispose en 2023 pour les patientes allophones? Donc, patientes allophones, c'est les patientes pour qui le français n'est pas la langue maternelle. Donc là, il y avait un texte de l'HAS qui est assez clair, qui est sorti en 2017, pour dire qu'idéalement, il faudrait des interprètes professionnels. Donc, en fait, ça a déjà été, ce questionnement existe depuis longtemps et effectivement, il y a des personnes qui sont donc des interprètes professionnels dans le milieu du soin. Donc, le principe, c'est que ça va être des personnes neutres qui connaissent pas le patient, mais qui vont par contre être capables d'avoir une traduction qui va donner toute la nuance, parfois transmettre les émotions et aussi prendre en compte l'interculturalité. Sauf que ces interprètes professionnels ne sont pas forcément toujours disponibles au moment où vous allez faire votre annonce aux patients allophones. Donc après, l'autre moyen qu'on a dans les établissements hospitaliers, c'est des listes de personnel soignant qui vont avoir la possibilité de traduire en fait la consultation. Mais c'est pareil, on peut se retrouver facilement limité, c'est-à-dire qu'à l'instant T, quand vous avez besoin de faire votre annonce, est-ce que le personnel soignant qui va pouvoir vous traduire en ukrainien, en arabe va être disponible? C'est pas certain. Donc, le plus souvent, pour être honnête, dans une consultation, ça va plutôt être l'utilisation des traducteurs automatiques, Google Translate, ou alors la solution de facilité, ça va être un membre de la famille qui va venir au moment de la consultation. Et qu'est-ce qui va alors se passer? De manière très spontanée, vous allez vous tourner vers le membre de la famille, communiquer avec lui, puisque lui va être capable de traduire. Donc, ça va plutôt être une triangulaire. Vous allez parler au membre de la famille, qui lui va se retourner vers le patient. Il va traduire, le patient va reparler au membre de la famille et ça va revenir vers vous. Et dans cette triangulaire, le risque déjà, c'est que le patient, il ait l'impression d'être inexistant en tant que personne, parce que vous allez plutôt regarder le membre de la famille que lui. Et puis aussi, le risque, c'est que la personne, le membre de la famille veut le protéger. Donc, il va y avoir probablement des annonces qui vont être modifiées. On parlait tout à l'heure de fin de vie ou de mots qui peuvent faire peur. Ils pourront être occultés par le membre de la famille parce qu'il va vouloir bien faire, alors que ce n'est pas forcément le désir du patient. Il va y avoir aussi le problème de triage de l'information. Si vous donnez des effets secondaires, que le membre de la famille veut absolument que son proche prenne le traitement, il aura tendance peut-être à
trier dans ce que vous allez dire ce qui lui semble important de traduire et d'autres choses qui ne vont pas être traduites. Et puis, à l'inverse, quand il va traduire ce que le patient va demander, vous n'êtes pas du tout sûr que le membre de la famille va traduire textuellement ce que le patient va exprimer dans sa langue parce qu'il veut absolument que vous donniez le traitement à cette personne proche. Donc, on a proposé de mettre en place cette consultation en images. Donc, le but, c'était vraiment de se recentrer sur le patient et vous voyez, c'est des intercalaires qu'on va poser sur le bureau de consultation. On va mettre de côté les écrans. C'est vraiment un échange en face à face. Et le but, ça serait d'améliorer la communication entre le patient et le soignant. Tout en sachant qu'on a quand même une réserve, c'est que les pictogrammes, ce n'est pas forcément universel. Donc, on les a mis en place, on les a partagés, on a relu. C'est un travail collectif. Mais voilà, c'est pas forcément universel. Et surtout, il faut prendre le temps à la fois donc pour le patient de s'approprier l'outil, mais aussi pour le patient de regarder des images pour que lui puisse faire un retour, en fait. Donc, c'est des consultations qui prennent un petit peu de temps. L'outil se déroule en intercalaire, vous voyez, pour des grandes étapes. On a 3 slides qui sont dédiés au diagnostic et à la stratégie. On en a 4 tournés vraiment sur les parcours patients et on a pris les parcours adjuvants, néoadjuvants, métastatiques de novo, l'annonce d'une rechute, le suivi. On a 3 slides sur les grands principes de traitement, chirurgie, radiothérapie, les traitements oraux à prendre à domicile. On a fait vraiment un focus sur les effets indésirables parce que l'outil est vraiment très utile pour les infirmières d'annonce. Donc, sur les effets indésirables et comment les prendre en charge. Et les 2 dernières intercalaires sont plutôt liées justement aux échanges avec le patient. Vous avez un intercalaire sur les personnes ressources et un intercalaire qu'on laisse longuement aux patientes avec peut-être les questions qu'elles pourraient nous soumettre. Donc après, je vous ai juste fait défiler, je ne veux pas vous retarder trop, un peu juste pour que vous ayez le visuel de l'imager. Donc là, c'est vrai que moi, j'utilise beaucoup cette slide sur les antécédents mode de vie. Je pense que c'est quand même assez parlant. Vous voyez le tour de poitrine, le poids avec une balance, la taille, la cigarette, la consommation d'alcool, les principaux antécédents. On a voulu représenter ici allergie, ici les antécédents cardiaques, puisque pour beaucoup de nos traitements, que ce soit les anthracyclines, les anti-HR2, la pathologie cardiaque est vraiment à prendre en compte. Les antécédents de chirurgie, des fois, quand on montre ça, on se rend compte que la patiente, elle avait déjà eu une chirurgie au niveau du sein. Donc, on va aller chercher un petit peu si elle avait déjà pas fait un cancer du sein. Après, on va regarder si elle a eu des enfants, si elle a allaité, si elle est ménopausée. Est-ce qu'elle prend un traitement, une contraception hormonale? Si elle a un cancer hormonosensible, il faut qu'on puisse arrêter, mais il faudrait qu'on sache si elle prend une pilule ou pas. Est-ce qu'il y a des antécédents de cancer dans la famille? On a voulu représenter l'oncogénétique de cette manière. Son mode de vie, est-ce qu'elle vit en immeuble? Est-ce qu'elle vit dans une maison? Est-ce qu'elle vit avec la famille ou est-ce qu'elle vit seule? Est-ce qu'elle travaille? Est-ce qu'elle fait du sport? Est-ce qu'elle a une couverture sociale? Puisque moi, je vous disais que je suis dans une clinique mutualiste, donc on reçoit beaucoup de patients avec la PASS. Mais par exemple, le fait d'avoir l'AME, le remboursement des soins, c'est une vraie question. Il faut pouvoir se renseigner avec l'assistante sociale. Après, souvent, on utilise cette slide pour dessiner en fait le stade de la maladie. Il peut arriver que la patiente nous montre, par exemple, des douleurs à cet endroit-là. Nous, on va regarder sur le PET scanner et on va voir que ça correspond à une lésion osseuse. Donc, dans ce cas-là, on revient un petit peu au topo que vous avez eu préalablement. Comment on peut prendre en charge une douleur osseuse avec éventuellement de la radiothérapie antalgique. Là, c'était pour essayer de lui expliquer la biopsie, qu'on ferait une analyse, une réunion de concertation pluridisciplinaire et qu'ensuite, on va choisir le traitement, chirurgie, radiothérapie ou alors plutôt injectable, comprimé. Et ici, vous avez vu, on a essayé de montrer qu'on faisait une thérapie ciblée, personnalisée pour la patiente. Là, par exemple, c'était pour résumer un parcours patient d'une patiente métastatique de novo. Donc, on a représenté les lésions secondaires. On lui a expliqué, voilà, il y a eu des imageries, une analyse. On a réfléchi au meilleur traitement et on va lui proposer un traitement. Et là, on a voulu représenter le fait qu'il y avait un ensemble qui la suivait, une équipe soignante, pas seulement un médecin, mais une équipe soignante qui s'occupe d'elle. Et pour l'annonce d'une rechute, et ben là, on voulait montrer, par exemple, que la patiente, elle peut présenter un symptôme, ou alors la prise de sang est perturbée, ou alors l'imagerie nous montre qu'il y a un signal d'alerte. Et à partir de là, la patiente qui reçoit le traitement bleu, on va donc faire des compléments d'investigation, se réunir, et 2 possibilités, soit c'était finalement une fausse alerte et on va continuer le traitement bleu, soit on continue notre parcours, mais on va changer le traitement. Et on a voulu montrer que c'était des chemins, en fait, qui étaient différents, mais il y a quand même une solution, une option thérapeutique à lui proposer. Simplement, le chemin est différent. Voilà. Pour les effets indésirables, donc cette slide, elle est beaucoup utilisée par les infirmières d'annonce. Souvent, elles les photocopient
et elles les annotent. Et elles mettent, par exemple, des numéros d'urgence ou les traitements en regard si besoin qu'on a pu envisager. Donc là, vous voyez, on a voulu représenter, bon, évidemment, la perte de cheveux, les diarrhées, le nombre de fois où on va à la selle, pour noter, par exemple, qu'au-delà de 4, c'est vraiment important de le signaler. Des jambes qui gonflent pour des signes d'insuffisance cardiaque ou la phlébite. Les réactions allergiques. Les neuropathies périphériques, très difficiles à représenter en image. On a essayé de faire des fourmillements, mais probablement que c'est un pictogramme qu'on a vraiment eu du mal à identifier. Et comment les prendre en charge. Voilà. Donc ça, c'est des images qui marchent bien avec les patientes. Ça prend du temps, mais du coup, on arrive vraiment à faire quelque chose d'intéressant dans les échanges. Et ça nous a paru indispensable. On leur photocopie aussi, on leur met les numéros, les signaux d'alerte, la fièvre, des saignements anormaux, plus de 4 stèles par jour et des signes d'insuffisance cardiaque ou de phlébite. Voilà. Et pour les personnes ressources, on leur a montré, donc on était vraiment nombreux autour d'elles. Donc là, souvent, on prend pas mal de temps pour leur expliquer les différents intervenants, voire on annote des numéros. Et pour les questions, là, c'est la planche qu'on laisse aux patientes et on laisse voir un petit peu, elles, comment elles interprètent les images. Et alors, des fois, on a eu des situations, vraiment des retours où c'était pas forcément toujours la compréhension qu'on aurait voulu, mais ça a soulevé pas mal de questions. Donc, est-ce que c'est contagieux ? Est-ce que j'aurais le droit d'avoir un enfant ? Est-ce que je pourrais faire une grossesse ? Est-ce que je peux partir sur l'été ? Ça, c'est très important, en particulier pour les patientes issues du Maghreb qui sont très demandeuses à rentrer souvent sur juillet-août. Donc, est-ce que c'est compatible avec le traitement ? Est-ce que je peux partir ? Ou est-ce qu'il faut que je revienne pour recevoir un hôpital de jour ? Voilà. Donc, en conclusion, on est très content d'avoir monté ce projet collaboratif parce que c'est un moyen de communication non verbale. Nous, ça nous permet, donc on a photocopié effectivement les intercalaires, on annote et en général, on fait une photocopie pour la patiente, une photocopie dans le dossier médical. Ça nous permet de tracer vraiment l'information remise et reçue. Mais par contre, on voudrait vraiment évaluer la pertinence de cet outil, être sûr que c'est un intérêt, que ce soit pas trop chronophage. Et donc, du coup, on a mis en place une étude dont le promoteur est notre centre, notre clinique mutualiste, qu'on appelle Magnolias. Et donc, l'étude, effectivement, à chaque fois qu'on fait une consultation pour une patiente allophone, on remplit un questionnaire. Il y a un questionnaire qui est rempli par la patiente de est-ce que ça lui a été utile ou pas, et un questionnaire rempli par le soignant ou le médecin qui a utilisé l'imagerie pour voir si dans sa pratique quotidienne, c'est réalisable ou pas. Et pour l'instant, donc, on était le seul centre et on commence à élargir. Aujourd'hui, on a fait la mise en place sur Saint-Étienne et probablement que une grosse clinique de Valenciennes est partante. On a un contact à Oscar Lambré, donc petit à petit, probablement que ça va s'élargir pour que l'étude puisse un petit peu plus se diffuser. Voilà. Et il nous faudrait 100 patientes. Alors, je vous remercie pour votre attention ce soir et puis je remercie aussi beaucoup les patientes qui sont engagées avec moi depuis 3 ans et qui acceptent d'évaluer cet outil avec nous parce que la construction, ça a quand même été 2 ans. Et puis là, maintenant, ça fait 1 an qu'on inclut dans l'étude. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Beguino. Nous, on est très attachés justement à simplifier la compréhension du cancer, des parcours, etc. Et là, c'est un projet qui va complètement dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de webconférences. Donc, on voit que les choses évoluent et s'accélèrent en termes de perspectives, d'innovation et d'associations aussi qui sont de plus en plus nombreuses et donc aussi de compréhension. Donc, merci à tous. Anne, est-ce que tu veux dire un mot de la fin? Parce que comme on est un peu en retard, que de 4 minutes. C'est fermé? Ton micro est fermé. Pardon. Autant pour moi. Oui, non, tout simplement remercier l'ensemble des participants, la clarté des interventions, le dynamisme de Sylviane et l'enthousiasme de tous pour sensibiliser les femmes, leur donner de l'espoir. Je crois que c'était la volonté de chacun à tout niveau, par les associations, par la simplification de l'information et puis par les soins supports et la radiothérapie et toutes ces choses-là qui nous donnent beaucoup d'espoir pour ces femmes. Donc voilà, merci à tous, vraiment. C'était très intéressant. Merci beaucoup.